Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPN Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et invité avec moi pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène à faire un focus dans les entreprises publiques de l'État, leur gestion, ce qui se passe à l'intérieur. Et on va faire un focus, on va se concentrer sur une de ces entreprises-là, l'Office de gestion des fret multimodales. L'OGFREM. Vous le savez que ça brûle un peu là-bas. Le directeur général, Patient Saïba, a été suspendu. Entre-temps, le ministre des tutelles, Chéribé Okende, a écrit une lettre pour la réintégration d'un groupe de cadres et agents de l'OGFREM qui ont été chassés. Ça tarde encore, on parlera de ça. D'ailleurs, avec moi sur ce plateau, le porte-parole du collectif de ces agents de l'OGFREM qui ont été chassés par Saïba, Monsieur Nazer Moko. Monsieur Nazer, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Je rappelle que vous êtes directeur à l'OGFREM. Oui, je ne sais pas s'il faut que je dise que vous êtes directeur ou vous avez été directeur. Parce qu'à l'heure où nous parlons, vous ne travaillez pas. Je le suis sur document, je le suis. Réhabilité par le chef de l'État. Ok. Alors, Moko, à l'OGFREM, on sait qu'il y a eu quelques problèmes. Vous avez été fait directeur par Anatole Kikwamouanta Mokambo. À l'époque, il était encore là. Kikwapa, Saïba arrive. Et aussitôt arrivé, il fait un audit de la situation. Une mesure sort. Il chasse un certain nombre de gens pour détournement des fonds. Et parmi ces agents-là, Moko Tuam, là, vous êtes là sur place vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Qu'est-ce que Saïba vous reprocher pour vous licencier de l'entreprise? Vous, d'abord vous, personnellement. Merci beaucoup. L'occasion nous est offerte de pouvoir nous exprimer. Ça fait 4 ans que ce dossier dure. Et nous avons évité de passer par les médias. On a bien voulu, on a vraiment privilégié beaucoup plus la voie administrative, de manière à ce que les autorités nous lisent par écrit. Mais au regard de certaines sorties médiatiques qui touchent un peu à ces dossiers, certaines personnes passent par les médias et racontent des choses sur un dossier qu'ils ne maîtrisent pas. J'étais obligé, au nom de tous mes collègues. Vous êtes au nombre de 11 ou 12, je crois. Nous sommes au nombre de 12. Okay. Au nom de tous mes collègues, au nom de nos familles qui ont souffert pendant 4 ans, au nom du syndicaliste Chibouaboua qui a perdu sa vie dans ces combats, au nom de la défunte femme de Jean Bosco Bangabito qui est décédée faute de soins, j'étais donc obligé, en tant que plus gradé de la délégation de ce groupe, de ces collectifs, de venir pour rétablir la vérité. Ok. Voilà, alors je réponds directement à votre question. C'est quoi la vérité? Parce que vous, on vous a chassé pour détournement. C'est ça le problème. C'est le grief que Saïba avait retenu pour vous chasser de l'entreprise. Et j'en souris d'ailleurs, puisque le mot détournement est un mot qui est facile à comprendre. Pour arriver à qualifier quelqu'un de détourneur, il faut que le parquet puisse constater, certifier ces détournements. Or, il s'est fait que Saïba, en étant nommé le 13 juillet 2017, si ma vieille mémoire ne me trahit pas, il était déjà venu avec un agenda. Il y a des personnes qu'il avait ciblées et personnellement, M. Moko. M. Moko a fait toute sa carrière à l'audit. Saïba a été audité quand il était directeur régional au Sud Kivu. Des détournements ont été constatés. La mégestion criante a été constatée. Et Saïba, déjà à l'époque, il était directeur. Il était déjà directeur à l'époque. Et on sait comment il est devenu. Je voudrais vous épargner d'entrer là. Il est devenu comment? Il a été nommé directeur parce que Emile Ngoï l'a envoyé vers la direction du Sud Kivu. À l'époque, il y avait même la guerre, personne ne voulait y aller. Je connais un peu l'histoire de cette entreprise. Donc c'est quelqu'un pour qui il faut avoir de respect. Non, il n'a pas trouvé une entité vide. À l'époque, il y avait un responsable de cette entité. Vous refusiez, vous, d'aller là-bas parce qu'il y avait la guerre soi-disant. Beaucoup d'agents de l'OGFREM ont refusé. J'ai personnellement participé à la mission de réintégration des agents de l'Est. J'ai fait tout l'Est. Quand personne ne voulait, quand personne avait peur, quand certaines personnes avaient peur de la guerre, j'ai fait tout l'Est et Saïba est devenu directeur régional, pas dans une entité qui n'avait pas de responsable. Il y avait un chef d'agence, il y avait un responsable qui l'a remplacé. Et on sait comment il est parti. Saïba est arrivé en 2018, en 2008 plutôt. Il est devenu directeur moins de 6 ans.
Dans une entreprise où les cadres organiques et les plans de carrière sont respectés, on ne peut pas devenir directeur à moins de 6 ans. C'est impossible. Moi, je suis arrivé en 96, je suis devenu directeur quand? En 2015. 19 ans après. Donc, Saïba est devenu directeur et un audit a eu lieu. Et on a vous dites quoi? Déjà que pour être directeur régional, Saïba a dû profiter de certains positionnements. Je m'abstiens de donner un avis là-dessus, mais ce que je constate seulement, c'est qu'il n'a pas eu un cursus normal comme nous. Il n'a pas obéi au même plan de carrière comme nous. Non, c'est important de le dire. Hein. Voilà. Je vais revenir sur ma question parce que vous, on dit de vous que c'est qui vous a bombardé directeur. Je parle de vous parce que je suis en face de vous. Vous-même, on dit de vous que vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de compétences au sein de l'entreprise. Vous avez profité du fait que vous étiez un grand laudateur de Kikwa, quelqu'un qui portait pratiquement les mallettes de Kikwa. C'est comme ça qu'il a fait de vous directeur. Voilà, ça aussi j'en souris. Je suis arrivé à Logefrem en 96. Nommé, plutôt engagé par le PDG Robert Samilelo Makwala. Je connais Samilelo, j'étais agent de bureau. J'ai connu Issio Bosumbe, je suis devenu chef de bureau. J'ai connu Mayou Makasende, je suis devenu chef de service. J'ai connu Emile Ngoy, je suis devenu fondé de pouvoir. J'ai été confirmé chef de service. Et j'ai connu Kikwa, je suis devenu fondé de pouvoir. Et en 22 ans, vous savez, pour passer d'un grade à un autre à Logefrem, il faut 3 ans. Et 3 cotes TB. Et je n'ai réuni que des cotes TB excellence pendant toute ma carrière. Donc, quand vous comptabilisez ma carrière de 19 ans, c'était tout à fait normal. C'est qui disent de vous que vous avez été bénéficiaire des grâces de Kikwa. Donc, ils ne vous connaissent pas. Non, mais vous savez, je ne suis pas un parvenu à Logefrem. Et Kikwa, je ne suis pas un parvenu à Logefrem. Et j'ai travaillé avec Kikwa comme j'ai travaillé avec tous les DG. J'ai fait toute ma carrière, 90% de ma carrière à l'audit. Et la fonction d'auditeur vous met au service du directeur général, au service de la direction générale. J'ai eu de bonnes relations avec Mayuma, j'ai eu de bonnes relations avec Issio, j'ai eu de bonnes relations avec Samilelo, j'ai eu de bonnes relations avec Emile Ngoy, et j'ai eu de bonnes relations avec Anatole Kikwa. C'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal que, et aujourd'hui, je vous l'ai dit, Perrault, puisque l'occasion m'est offerte, je me glorifie du bilan de Kikwa. Ah bon? Ah oui. On parlera de ça. Oui, on va parler du bilan de Kikwa. On va parler de ça. Revenons sur alors, Saïba arrive. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Saïba arrive et avant même de faire un premier mois de mandat, il nous met à la disposition de la DRH. Il ne suspend nos fonctions sans grief. Il avait un groupe de gens qu'il avait ciblé, qu'il a suspendu. Et moi, ma lettre, je l'ai d'ailleurs ici, ma lettre parle de nouvelle affectation. L'objet de la lettre, nouvelle affectation, et dans les contenus, il est dit, vous êtes mis à la disposition de la DRH. Le directeur que j'étais, j'ai passé 4 mois dans une salle de réunion. Il fallait maintenant monter des dossiers pour justifier cette décision de suspension de fonction. C'est comme ça que certains d'entre nous sont allés jusqu'à recevoir 4 à 5 demandes d'explication. Il suffirait qu'on trouve un grief pour justifier ça. On vous colle une demande d'explication. Si l'explication est donnée et qu'on trouve que ce grief est léger, on continue à fouiller pour trouver un autre grief. Déjà, on fait même des missions pour aller retracer des griefs des agents qui étaient ciblés et qui étaient suspendus à Kinshasa. Les 12, parmi vous les 12 là. Parmi nous là. C'est comme ça qu'un collègue a été révoqué sur base d'une disparition, d'une perte de pneus au parc à véhicules de Boma. En 2014, Saïba n'était même pas encore là. Des pneus ont été portés disparus. Il y a un agent qui a été condamné au premier et au second degré à Boma et à Matadi. Maintenant, le chef de service qui a été lavé, tant au premier degré qu'au second degré, puisque malheureusement il est de l'Ouest, il a été révoqué sur base de ces dossiers alors qu'il a ces 2 jugements entre ses mains. Donc, c'est quoi? Vous dites quoi? Est-ce que Saïba vous reprochez le fait d'être proche de Kikwa? Saïba, à un moment donné, j'ai vu également Mirindi, que je connais très bien, monter sur le canot pour parler d'une guerre Est-Ouest. Saïba avait un problème tribal, il avait une haine contre les ressortissants congolais de l'Est. Comment vous justifiez-vous ce que on peut considérer de l'acharnement de Saïba sur vous, les 11 là? L'explication est claire. La cartographie de Logefrem était la suivante quand Saïba est arrivé. Le président du conseil d'administration est du Sud Kivu. Saïba lui-même du Sud Kivu. Le président de la délégation syndicale, qui est le beau-frère de Saïba et ami d'enfance, est du Sud Kivu. Jean-Paul. Jean-Paul, oui. Jean-Paul est beau-frère à Saïba. La femme de Jacob, c'est la femme de Jean-Paul, c'est la petite sœur de Saïba qui travaille dans l'antichambre de Saïba.
Ok. Alors, dans cette configuration-là, Saïba s'est lancé dans une épuration ethnique professionnelle contre des ressortissants de l'Ouest. Et je vous donne une information que peut-être vous n'avez pas. Parmi nous tous qui étions suspendus, on était à une vingtaine. Tous ceux qui ne réunissaient pas les critères d'être de l'Ouest, ils ont été dégagés, ils ont été libérés. Ils ont repris leur travail. Il y en a qui on a imputé 50 000, 40 000 $, mais qui travaillent alors qu'un agent à qui on voulait reprocher un billet d'avion de Kikwa. Et pourtant, billet qui a été justifié, il a été révoqué pour 7 500 $. Il est à la maison pendant 4 ans, alors que son collègue à qui on a imputé 40 à 50 000 $, il est là puisqu'il n'est pas de l'Ouest. Donc dans le 11 là, il y a quoi? Il y a les gens de Bandundu, les gens de... Il y a quoi? Bandundu, Congo. Dans les 11 là, il y a essentiellement le Kwango. Le Kwango, malheureusement... Vous-même, vous êtes de Kwango? J'arrive. Le Kwango, malheureusement, c'est la province d'origine d'Anatole Kikwa. Moi, je suis Ntandu, de père et de mère. Mutandu. Voilà. Du Congo central. Oui, oui, du Congo central. Et le Ntandu vient du Kwango, en fait. On l'a appelé Muntandu puisqu'il descend du nord. Moi, c'est Ntandu, il descend du nord. Donc, le Ntandu, on l'assimile au Kwango. Et vous avez un collègue de l'Équateur qui est là. Donc, tous c'est le bloc ouest. S'il y avait quelqu'un de l'Est là-dedans, il ne serait pas parti. Et il y en a qui ne sont pas partis. Qui sont là, alors, Jeffrey. Non, mais Moko, soyons quand même sérieux. Moi, j'ai vu les preuves où vous allez récupérer l'argent de l'entreprise sans pour autant le verser sur le compte de l'entreprise. Au nom de qui quoi et au nom de les Jeffrey, vous prenez. J'espère que vous avez pris quelque chose comme dans les 100 000 $. Ben j'ai voilà. vu à un moment donné, j'ai participé à des conférences dans le Jeffrey où vous étiez devenu vous-même comptable de l'entreprise, vous-même agent percepteur de l'entreprise, vous-même poste du DG. Vous n'allez quand même pas nous dire que vous étiez sain. Parce que sur vous pèsent quand même des détournements de plusieurs dizaines de milliers de dollars américains. Ah, les montants changent, M. Perrault. Puisqu'à l'arrivée de Saïba, on parlait de 32 millions de $. Mais quand vous me parlez de plusieurs dizaines de milliers, là, c'est une information nouvelle que je viens d'avoir. Puisqu'en fait, c'est un montant. Le détournement dont on a parlé là est à hauteur variable, suivant les circonstances, les événements et les personnes qui les présentent. On est parti de 32 à 20, de 20 à 10, de 10 à 2 500 000. J'ai même un tweet ici d'un délégué syndical, une publication d'un délégué syndical qui a parlé d'un détournement de 2 500 000 $. Heureusement pour moi que je l'avais amené avec moi. Un délégué syndical qui a parlé d'un détournement de 2 500 000 $. Mais vous allez chercher l'argent. Non, vous allez chercher l'argent. Je vous rencontre. Il y a des traces où vous signez, vous, in tuto personnel pour le compte de l'entreprise. Je vous rencontre. On oublie que j'étais directeur financier. C'est ce qu'on oublie. J'étais directeur financier. S'il y a un recouvreur en chef, c'est le directeur financier. Et en plus, quand la commission de discipline s'est posée et que j'ai été entendu, je leur ai dit, tous les chèques retirés pour le compte de l'entreprise peuvent être retracés au niveau de banque, puisque la comptabilité bancaire est organisée. Si vous voulez m'imputer un montant qui n'est pas comptabilisé au niveau de l'office, allez au niveau de la banque. Et la banque vous présentera l'identité de la personne qui a quitté ce chèque-là. C'est là qu'on a bloqué. Cette étape-là a refusé d'être exécutée. Puisqu'on savait que si on y va, on verra qui a pris. Et parmi ceux qui ont pris, ils sont là. Ceux qui ont pris, ils sont là, ils sont au bureau. Et il y a des proches de M. Saïba. Je leur ai dit, j'exerce le mandat qui m'est donné. Et je ramène un titre. Ce titre a été encaissé au niveau de l'office. La personne, l'agent qui a encaissé le titre, a laissé son identité au niveau de la banque. Allez vérifier qui a encaissé. On a bloqué. Cette étape n'a jamais été franchie. Jamais. Alors, c'est facile de dire que M. Moko a pris un chèque. C'est facile de dire que M. Moko a encaissé un chèque. Est-ce qu'on est allé vérifier à la banque qu'on a trouvé l'identité de M. Moko? Jamais. Donc, parce que vous êtes de l'Ouest. Mais parmi vous, il y a quand même un directeur du Sud Kivu je connais son histoire. Vous avez parlé de Mirindi. Il y a Mirindi aussi, quelqu'un qui était votre collègue qui est à Longomo. Longomo. Voilà. Puisque vous avez cité Mirindi tout à l'heure, je commence par Mirindi. Mirindi a eu des problèmes. Pourquoi? Puisque Mirindi a entamé un combat contre l'injustice et contre cette épuration ethnique professionnelle. Mirindi a dénoncé le comportement de Saïba, qui pourtant est de sa province. Mais le souci de la justice qui l'a animé a fait que Mirindi a parlé. Et c'est à cause de ça que les armes se sont retournées contre Mirindi. Mirindi a été suspendu. Mirindi, on lui a collé une interdiction d'accès dans les installations de l'office. Sous-directeur, j'arrive, M. Perrault. Non, mais parce qu'on l'a affecté à Kindu, il a refusé d'y aller. Non, bien avant Kindu.
l'ordre était donné. Il y a même des agents qui ont porté la main sur Mirindi, qui n'ont jamais été sanctionnés, puisqu'ils sont proches de Saïba. Il y a quelqu'un qui a giflé Mirindi devant les chefs du personnel, qui n'a jamais été sanctionné. Si c'était Mirindi qui l'avait fait, Mirindi serait parti. Mirindi a dérangé, c'est ça le problème. On ne suce pas Mirindi, on lui interdit l'accès dans les installations de l'office, on retient illégalement son salaire. Et l'affaire de Kindu, avant de toucher à mon collègue Longomo, l'affaire de Kindu, Mirindi a été muté sur base d'une mise en place qui n'a pas été autorisée par la hiérarchie, par la haute hiérarchie, puisque nous étions pendant la période des mesures conservatoires. Il fallait une dérogation de la présidence, de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Dérogation que Saïba n'a jamais obtenue et qui ne saura jamais brandir jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Il a fait sa mise en place sans dérogation. Il est allé négocier une lettre auprès des ministres des Transports de l'époque. Mais un ministre des Transports ne peut pas déroger sur une décision du chef de l'État. Il y a un problème de parallélisme de forme et de compétences. Parallélisme de pouvoir et de compétences. Excusez-moi, je ne suis pas juriste, mais les droits finissent par nous rejoindre. Donc voilà, alors, c'est ça la difficulté de Mirindi. Et quand la décision, quand le conseil de ministres, en date du 11 septembre 2020, la 48e réunion, prend la décision à l'initiative du chef de l'État, de faire rapporter la mise en place, les différentes mises en place opérées dans les entreprises et les établissements publics sans dérogation, alors les patriotes, ceux qui ont l'esprit républicain, comme Mirindi, ne pouvaient que rester à leur fonction, puisqu'il n'est pas parti rejoindre son poste. Alors, on a retenu son salaire depuis le mois de septembre 2020, sur instruction verbale d'un homme. Et Longomo, lui, il a refusé il a manqué du respect au DG. Comment vous pouvez être représentant de l'office et ne pas venir accueillir votre chef qui arrive sur les lieux? Ça, c'est encore beaucoup plus grave. Puisque ces cas-là révèlent qu'à l'OGEFREM, la loi, c'était Saïba. Le code du travail, c'était Saïba. La convention collective, c'était Saïba. Les statuts de l'OGEFREM, c'était Saïba. Lui-même l'a dit devant les agents à Goma que la loi, c'est moi. Les critères de promotion, c'est moi. Saïba arrive à Bukavu. Longomo malade. Bien avant que Saïba n'arrive, Longomo en repos médical, il instruit son collaborateur pour recevoir le DG. Il prépare les discours du DG, que le DG doit tenir devant des partenaires. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le voyage du DG, sur le plan technique, Longomo le prépare. Alors qu'il n'avait même pas l'information officielle que le DG venait. C'est par les membres des familles de Saïba qui avaient l'information que le directeur et représentant du DG apprend que le DG arrive. Imaginez-vous. Et quand le DG arrive, pendant que Longomo est chez lui, malade, en repos médical, le DG révoque Longomo pour n'être pas venu l'accueillir. Par rapport au barème des sanctions de l'OGEFREM, je ne vois pas où se retrouve cette faute-là. Refus d'accueil ou incapacité d'accueil du DG, et ça équivaut à une révocation d'un directeur qui est là depuis 95. Depuis 95. Parce qu'il n'a pas reçu, parce qu'il n'est pas venu recevoir. Uniquement ça. Parce qu'il n'a pas voulu venir recevoir. Mais en fait, ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que lui aussi a dénoncé l'injustice comme Mirindi par rapport à notre dossier. Mais je suis quand même surpris que vous parlez de Mirindi et de Longomo aujourd'hui. Moi, j'ai reçu Mirindi à l'époque où j'étais à Digital plusieurs fois contre vous. Vous aussi, à votre époque, vous étiez l'homme fort de l'époque de Kikwa. Et plusieurs fois, vous êtes rentré en confrontation avec Mirindi. Apparemment, le mal que vous avez fait aux gens quand vous étiez l'homme fort de Kikwa, ça vous rattrape. Vous êtes serviteur des dieux. Qui sème les... C'est lui qui sème les vents, récolte la tempête. Alors, voici ma réaction. J'étais auditeur. Et j'étais investi de tous les pouvoirs. En tant qu'auditeur. Mais à l'OGEFREM, il n'y a pas quelqu'un qui a été licencié suite à un rapport du directeur Moko. Ou de l'auditeur Moko. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi j'ai été licencié. Même quand on a trouvé des gens dans les fautes. En tant qu'homme de Dieu, on savait arrondir les angles du rapport pour que la carrière des gens soit sauvée. Même la carrière de Mirindi a été sauvée. Mirindi n'est pas un saint. Mirindi a posé des actes aussi qui pouvaient l'amener à être sanctionné. C'était ton ennemi et qui quoi à l'époque? Non, Mirindi n'a jamais été mon ennemi. Mais le problème, c'est qu'il y a des points de vue. On n'avait pas les mêmes points de vue sur certaines choses. On n'avait pas les mêmes points de vue sur certaines choses. Et c'est tout à fait normal. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas mon ennemi, M. Perrault. Revenons sur vous. Vous êtes au nombre de 12 exactement. On va aller mollo. Vous êtes chassé. Est-ce que vous entamez des démarches administratives? Parce que là, on dit de vous qu'au lieu de pouvoir suivre la procédure, notamment en faisant des recours, en donnant des explications,
Vous vous êtes organisé à créer des tensions au sein de l'entreprise, à faire écrire des articles dans les journaux. Est-ce que des démarches ont été entreprises pour que vous rentriez dans vos droits? Merci beaucoup. Nous sommes chassés, comme vous le dites, illégalement, c'est ce que j'ajoute. Et nous avons entamé la voie des recours. On a introduit un premier recours gracieux. Moi, personnellement, en tant que directeur, au niveau du conseil d'administration. Ce recours a valu une réaction du ministre des tutelles, son Excellence José Makila, qui s'est rendu compte après qu'on a présenté la situation de manière globale en cherchant à attirer l'attention des gens. 20 millions de dollars de détournement à l'OGFREM. Tout le monde s'est dit non, c'est trop fort. Et quand le ministre de tutelle instruit le conseil d'administration en lui demandant de réexaminer les dossiers au cas par cas, là je dois être sincère, même le ministre de tutelle, le dossier lui a échappé. C'est plutôt le premier ministre qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal, qui a dit écoutez, voyez un peu cette affaire. Et le ministre s'est rendu compte que lui aussi a été floué. Maintenant, en instruisant qu'on réexamine les dossiers au cas par cas, une commission a été instituée. Et nous avons été entendus. On a comparé devant cette commission. Et la commission s'est rendue compte, avec les membres du conseil d'administration comme membres, des administrateurs. La commission s'est rendue compte qu'il y avait des irrégularités flagrantes de forme et de fond dans le dossier. Et le conseil d'administration prendra la décision en janvier 2018 d'annuler toutes les sanctions. Ok. En annulant les sanctions, le PV part auprès du ministre de tutelle. Et le ministre de tutelle, toujours José Makila, il réagit en disant par conséquent, j'entérine toutes les décisions prises par votre conseil, sans exception aucune, afin que les cadres et agents concernés rentrent au plus vite dans leurs droits, et ce, avec toutes les conséquences des droits, notamment ce qui concerne leur régime rémunératoire respectif. Ça, c'est ce que même la ministre du Travail vient de répéter. Nous sommes en 2018. Et en 2018, le président du conseil d'administration reçoit cette lettre et il répercute l'instruction à la direction générale. Chez Saïba. Chez Saïba. Donc, logiquement, si Saïba avait un esprit républicain, il devait exécuter là déjà. Déjà en 2018, Saïba s'oppose. Et En au ministre 2018, et au conseil d'administration. il s'oppose déjà et il monte une grève fictive. Une grève sauvage, qualifiée d'ailleurs de sauvage par le ministre du Travail à l'époque, pour nous empêcher l'accès au bureau. Pourquoi? Puisque le président du syndicat, c'est son beau-frère, comme je l'ai dit, et ami d'enfance. Et le président de l'intersyndicale de l'époque, José Kadima, qui était déjà aux bonnes grâces de Saïba et qui a milité contre nous, il était au même moment conseiller à la primature. Donc il a travaillé et à l'OGFREM pour nous casser et à la primature pour faire sortir des lettres qui étaient illégales. Il a même induit le premier ministre en erreur, Bruno Tshibala. Parce qu'on va y aller, Donc là déjà en 2018, Saïba refuse. Parce que je me rappelle, il y avait une grève sauvage lancée. Saïba refuse. Où il y avait des agents qui disaient si les mots qu'on revienne ici, nous on arrête les travaux. Il a même écrit pour dire qu'il n'exécutera pas ça. Il s'est basé sur un article de la Constitution de la République pour dire que c'était un ordre manifestement illégal. Alors qu'il était à cette réunion du Conseil et le vote a eu lieu, il a été minorisé, mais il a refusé d'exécuter. Donc quand les gens peuvent passer devant des médias dire que ce n'est pas Saïba qui a exécuté, qui a refusé d'exécuter, c'est plutôt le Premier ministre. Non, c'est faux. C'est des contre-vérités. C'est Saïba qui a refusé d'exécuter. Et la preuve, c'est que bien après cela, on a monté l'affaire de la primature, puisqu'il faut qu'on y arrive. On va y arriver. Oui. Maintenant, en 2018, Saïba refuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez bras croisés ou il y a une autre procédure que vous entamez? Non, nous entamons, nous continuons avec les recours jusqu'à saisir le Premier ministre. Justement, moi j'ai reçu l'avocat de Saïba ici, qui nous amène la lettre du Premier ministre. Ouais. Le Premier ministre met en place une commission et vous êtes cloué par cette commission qui démontre suffisamment que vos licenciements n'étaient pas illégaux. Mais voilà, j'ai suivi aussi le même avocat. Quand je l'entendais, quand je l'écoutais, je ne savais pas que c'était un juriste. C'est quand vous l'avez présenté que j'ai compris que c'était un juriste. Parce que vous savez, moi je suis économiste, j'ai un langage économiste. Un juriste, quand vous entendez son langage, vous dites non, celui-là c'est un juriste chevronné. Mais heureusement que vous l'avez présenté. Puisque j'étais étonné d'apprendre que ce juriste, l'avocat de M. Saïba, se base sur une lettre du Premier ministre, alors que les statuts de l'OGFREM déclarent clairement au niveau de l'article 32 que le Premier ministre n'a pas pouvoir, de casser, de s'opposer à une décision du conseil d'administration dûment approuvée par la tutelle. C'est le cas dans lequel on s'est retrouvé. Le conseil d'administration a pris la décision, la tutelle a approuvé, donc le Premier ministre ne pouvait pas
casser ça. C'est déjà illégal. La preuve, nous arriverons, c'est que le chef de l'État, qui est supérieur au Premier ministre, a cassé la lettre. Non, mais vous avez comparu quand même chez le Premier ministre. Non. Une commission a été mise en place. J'ai lu la lettre du Premier ministre. Il y avait les experts de la primature, les experts de la présidence, les experts des LOGEFREM. Vous avez été entendus et il a été établi que dans sa façon de vous chasser, Saïb avait respecté la procédure. Ça tombe bien pour moi. J'ai ici devant moi notre lettre du 16 mars 2018. Nous nous sommes adressés au DIRCAB pour parler de notre représentation dans cette commission. Puisque tous les syndicalistes qui étaient là étaient contre nous. Nous avons cité les noms des syndicalistes qui devaient nous représenter. Notamment les camarades Chiswaka de l'INTC à l'époque, ainsi que les délégués syndicaux Mafongo. Ils n'ont pas participé à ça. Ils n'ont même pas eu accès dans la salle. Il y avait qui là-bas? C'était José Kadimaé? Non, il n'y avait que l'employeur. Il n'y avait que l'employeur. En fait, puisque le José Kadima, c'est l'employeur. C'est l'employeur. C'est comme ça que l'inspection générale du travail, dans son avis technique, fait un constat. Pour la même réunion, pour la même commission. L'inspection générale du travail dit: nous avons constaté au cours des débats sur la procédure de licenciement sans préavis que la direction générale de l'OGEFREM et l'intersyndicale ont émis les mêmes points de vue, contrairement à ceux de la tutelle ainsi que du conseil d'administration. En principe, les divergences de vues doivent exister entre les parties au contrat, à savoir l'employeur et les travailleurs. L'employeur comprend trois structures qui sont la tutelle, le conseil d'administration et la direction générale de l'OGEFREM chargée de défendre les intérêts de l'État. Le travailleur est représenté par la délégation syndicale et l'intersyndicale qui sont censés défendre ses intérêts. Mais Jean-Paul était là, non? C'était quand même lui le président. C'est l'employeur. Si vous citez un autre nom, je vous dirais c'est Jean-Paul, c'est l'employeur. C'est le président du... Non, il est le président du syndicat de l'OGEFREM. Le frère de Saïba, c'est l'employeur. La preuve, c'est que j'ai une lettre ici où je l'ai saisie en lui disant: donnez-moi votre avis en octobre 2017 sur toutes ces procédures que je trouve illégales. Il a reçu la lettre. Il ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. En tant que président, je l'ai saisi officiellement et la lettre est ici. Et écoutez, l'inspection générale du travail dit: dans les cas sous examen, les trois structures ci-haut citées sont divisées parce qu'elles ne défendent pas la même cause alors qu'elles constituent un même corps. La tutelle qui avait approuvé la décision du conseil d'administration était avec nous. Le conseil d'administration a continué à assumer sa décision jusqu'à la fin et il était avec nous, sauf l'intersyndicale, les délégués syndicaux instrumentalisés ainsi que la direction générale de l'OGEFREM. Ça, c'est de 1. Donc, nous, le droit à la défense n'avait pas été garanti. Nous n'avons pas reçu une invitation de cette commission pour comparaître. Jamais. Donc, aucun d'entre nous n'a comparé. En plus, j'ai entendu sur votre plateau que le président de cette commission a déposé son rapport auprès du Premier ministre. C'est faux. C'est des contre-vérités encore. Cette commission avait deux présidents. Il n'y avait pas un président et un vice-président. Il y avait des co-présidents. Il y a le DIRCAB du Premier ministre ainsi que le conseiller administratif du ministre des Transports. Les deux étaient co-présidents. Ils devaient donc tous les deux signer ces rapports. Ces rapports, le conseiller administratif du ministre des Tutelles ne l'a jamais vu. Il était étonné d'apprendre que le rapport a été déposé. C'était un rapport trafiqué. Et la lettre qui est sortie l'était tout autant que les rapports, puisque le président de l'intersyndicale était conseiller du Premier ministre. Donc, il était doublement employeur. Non seulement en tant que syndicaliste instrumentalisé, jouant le jeu de Saïba, mais aussi en tant que conseiller du Premier ministre. Ce n'est pas étonnant que cette lettre-là sorte. Mais cette lettre qui est sortie, dans laquelle on nous a demandé d'aller en justice, elle a été cassée par le chef de l'État, puisque nous avons fait un recours au Premier ministre pour lui démontrer l'illégalité de cette lettre, ainsi que le caractère léger de son contenu. On a fait un recours au Premier ministre Bruno Tshibala. Il n'a jamais répondu à ces recours. Et quand nous avons vu que ces recours n'ont pas trouvé de réponse, après avoir vérifié les pesanteurs politiques qui étaient dans le dossier, on a compris que la main noire, c'était au niveau du cabinet de Joseph Kabila. Ah bon? C'était son directeur de cabinet qui bloquait tout. Némi Moulane. Oui, je vous le confirme. Donc Saïb avait le soutien de Némi Moulane. C'est son parrain politique. Et beau-frère. C'est son parrain politique et beau-frère. C'est comme ça que nous sommes des sauvés de l'alternance. Nous avons pris l'option d'attendre l'alternance afin d'introduire un recours auprès du chef de l'État. Quand vous regardez bien notre... Donc, lui, c'était l'alternance... Non, mais on s'est refoutu. Je vous le dis, on s'est refoutu. Parce que Némi Moulane a bloqué la machine et... Némi a bloqué la machine et il a continué à bloquer la machine même dans l'accord FCC Cash, puisqu'il était coordonnateur du FCC. Il continue à peser. C'est en janvier, c'est en février 2019, après la nomination de Vital Kamere, comme DIRCAB, et de Bérand, comme DIRCABA en charge des questions administratives et juridiques, on s'est dit, le cabinet est là,
on introduit les recours. Et on a introduit les recours. Contre maintenant toutes les décisions et même contre la lettre de Bruno Tshibala. Contre toutes les décisions et même contre la Parce décision. que l'avocat a dit ici que ne peut casser la décision de Bruno Tshibala que un premier ministre ou une autorité supérieure. Et l'autorité supérieure, c'est le chef de l'État qui a instruit. Donc l'avocat de Saïba ne savait pas que le président de la République a écrit. Est-ce que ce n'est pas une amnésie volontaire pour les besoins de la cause? Puisqu'il a cité cette lettre dans son langage. Mais il ne s'en est pas référé quand il parlait de casser la décision de Bruno Tshibala. Il l'a cité. Regardez avec moi. Puisque j'ai amené tout mon arsenal. Oui, je me suis organisé. Quand vous regardez très très bien, excusez-moi monsieur Perrault, je retrace rapidement cette lettre. Quand vous regardez très 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 bien, vous allez voir que au mois d'août de l'année 2019, le chef de l'État dit ceci. Il y a lieu de noter qu'en vertu de la loi numéro portant disposition, tout ça, les décisions du conseil d'administration régulièrement approuvées par la tutelle, par l'autorité de tutelle, sont exécutées par le comité de gestion. Faisant ainsi suite à cette précité, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, me charge, c'est Vital Kamerhe, il me charge de rappeler le respect des textes légaux et réglementaires et par conséquent exige l'exécution par la direction générale de l'OGFREM de la décision de réhabilitation des agents et cadres dûment prise par le conseil d'administration. Ça, c'est la présidence. Nous sommes en 2019. Il n'y a même pas encore de procès. Nous sommes en 2019. Là, il envoie Saïba. Il envoie Saïba. Et quand Saïba refuse d'exécuter, aujourd'hui qu'on nous dise que si Saïba, c'est plutôt le Premier ministre. Non. La lettre est sortie en 2019. Au mois d'août. Et c'est cette lettre qui a été rappelée au mois de juin de 2021. Le chef de l'État dit, via son directeur de cabinet, que l'inaction par rapport à cette lettre devient une insubordination. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quand on nous dit qu'il y a la primature qui a déjà écrit, donc c'est une amnésie parce qu'au-delà de la primature, la présidence avait quand même déjà instruit. L'amnésie est volontaire, puisqu'ils ont l'information. Ils ont pris volontairement la décision de faire comme s'ils ont oublié. Le chef de l'État, en écrivant cette lettre via son directeur de cabinet, casser automatiquement la lettre de Bruno Tshibala, qui n'a plus de valeur en fait. Et quand on s'en réfère, je m'étonne. Je m'étonne, puisqu'il n'y a pas que ça. Il y a une deuxième lettre, comme que je venais d'évoquer là tout à l'heure, celle du mois de juin 2021. Toujours par la présidence. Toujours par la présidence. Et je vous la lis. La Kamerhe est déjà en prison. Bon, Kamerhe n'est plus en fonction. La Kamerhe n'est plus en fonction. Et qu'est-ce que le chef de l'État dit? Il dit ceci. Nous sommes au mois de juin. Au mois de juin 2021. Elle est longue, je prends juste l'essentiel. À ce sujet, je relève que sur instruction de la haute hiérarchie, je vous ai cité déjà dans les mêmes termes suivant ma lettre 18-20, celle que je venais de lire là. Et en exécution de la résolution du Conseil d'administration du 19 février 2018, pour faire rapporter ces décisions prises par la direction générale de l'OGFM à l'égard de certains agents, de sorte que l'inaction devient une insubordination. Là, c'est qui signe? C'est Guilain Nyembo. L'actuel directeur. L'actuel. Alors, on n'a même pas le droit de s'attaquer à son excellence, madame la ministre du Travail, puisqu'elle n'a fait que répercuter l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, dans son domaine, qui est le travail. Quand vous lisez la lettre de la ministre du Travail, il est dit que le chef de l'État, avait exigé. Elle l'a exécuté. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi F. Bazaïba, son excellence, madame le vice-premier ministre, F. Bazaïba, en tant que présidente de la commission interministérielle secteur productif, équipement et infrastructure. Elle a écrit, puisque les transports relèvent de sa commission interministérielle, pour exiger aussi l'exécution de l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République. Qu'est-ce que le ministre a à voir avec ça? Si on doit s'attaquer à quelqu'un, bah alors qu'ils aient le courage de s'attaquer au chef de l'État. Non, mais entre-temps, vous êtes quand même allé en justice et vous avez été cloué en justice. On n'a jamais été cloué en justice, puisque personne aujourd'hui ne peut brandir un jugement qui a qualité de, comme on dit en droit, qui a qualité qui a l'autorité de la chose jugée. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jugement. L'avocat de Saïba a brandi les jugements. Non, en brandissant en première instance au tribunal du travail. Ben, vous avez parlé de première instance au tribunal du travail. Il y a des appels. Il n'y a pas un jugement définitif. Et en plus, il y avait une démarche parallèle. Pendant que la voie des recours administratifs était en cours, le chef de l'État, au nom de qui les jugements sont rendus, prend position. Celui qui a le pouvoir constitutionnel de gracier même des criminels, il prend position en disant que ces gens reprennent le travail.
Qui peut s'opposer à ça? Et j'insiste, la première lettre du chef de l'État remonte au mois d'août 2019. Il n'y avait pas de jugement. Donc quand Saïba se pose la question de savoir comment le ministre du Travail peut écrire dès lors qu'il y a des jugements, il y a des arrêts de justice, vous vous dites que c'est méconnaître la procédure. C'est méconnaître la procédure, puisqu'il fallait d'abord s'opposer à la lettre, non plutôt réagir auprès du chef de l'État en 2019 déjà, pour dire pourquoi vous réintégrez, pourquoi vous réhabilitez ces gens. Nazer Moko, dis-moi un peu, qu'est-ce qui peut se passer entre vous et Saïba pour que le directeur général en arrive même à s'opposer aux lettres et aux injonctions lui transmises par le président de la République? Bon, je réponds. D'abord, je vous avais évoqué mon passage à l'audit. Vous avez audité contre lui? On l'a audité. Tout le monde est auditable. Tout le monde est auditable. Et le rapport était accablant contre vous, monsieur? Oui, il devait être révoqué. C'est une autorité qui a intervenu. Toujours Némi Mouilan? Une autre. Et s'il est parti à Dar es Salaam en corridor, c'était au corridor, plutôt c'était pour les sauver. C'est là qu'il a été nommé. L'histoire est claire. Pendant 4 ans, on a refusé de parler de tout ça. On a refusé de médias, mais l'histoire est là. L'histoire est là. Donc c'est Saïba. Aujourd'hui, quand nous apprenons ce qui se passe à l'OGFREM, la mégestion scandaleuse qu'on cite, je ne m'étonne pas personnellement. Si vous avez mal géré une entité qui produisait 40 000 $ par mois, comment vous pouvez bien gérer une structure qui produit 40 millions ou 50 millions de $ par an? Donc Saïba vous en veut parce que vous avez fait un rapport accablant sur sa mauvaise gestion. Il a ses raisons que personnellement j'ignore. Mais dans ma conscience, je ne me souviens pas avoir fait du mal à Saïba. Vous étiez auditeur, vous dites que vous l'avez audité. Oui, j'étais auditeur, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais fait partir quelqu'un. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette mission-là, je n'avais pas participé. J'étais au bureau, c'est d'autres collègues qui ont participé sous la coupe du Conseil supérieur du portefeuille. Le rapport n'a jamais été signé par moi. Alors, s'il a des raisons, je l'ignore. Puisque je me rends compte aujourd'hui qu'en cherchant à neutraliser ceux qui connaissent le rouage de l'entreprise et l'audit, c'est peut-être pour avoir la main libre et faire ce qu'on a pu faire comme cafouillage au sein de l'entreprise. Non, mais revenons quelquefois, Saïba a-t-il fait? Saïba arrive, moi j'étais à la remise et reprise. Vous et qui quoi? Vous laissez l'entreprise par terre? Vous aviez laissé combien? Mais M. Perrault, qu'est-ce que ça veut dire laisser l'entreprise par terre? L'entreprise avait des dettes. Qui quoi prenait l'argent des hyper qui ne reversait pas? On coupait l'argent des... Vous connaissez les dossiers. L'entreprise avait des dettes au niveau de la DGRAD, au niveau de tous les services d'assiette. Et les caisses de l'entreprise étaient vides. Moi, j'ai encore le rapport, je ne sais pas, on veut peut-être me l'apporter. Non. J'ai le rapport de la remise et reprise. Voilà. Qui quoi n'a rien laissé? Et réalisez bien ces rapports de la remise et reprise. Réalisez bien ces rapports de la remise et reprise. Nous sommes le 13 juillet. L'ordonnance présidentielle tombe. Il y avait dans les banques, dans les différentes banques, déjà positionné le salaire du mois de juin. Déjà disponible. La trésorerie immédiate qui est au niveau de la banque fait partie de la trésorerie générale de l'entreprise. Ça, c'est de 1. De 2, il n'y a pas une entreprise au monde qui manque un passif. Nous entrons maintenant en économie. Dans chaque entreprise, pour chaque entreprise, il y a un actif, il y a un passif. Et dans les passifs, il y a des dettes à court terme, il y a des dettes à moyen et long terme. Il n'y en a pas. Même l'État congolais a des dettes. L'OGFREM a toujours eu des dettes et l'OGFREM d'aujourd'hui a des dettes. L'OGFREM d'aujourd'hui a des dettes. Mais l'OGFREM a un avantage que beaucoup ne savent pas. C'est que l'OGFREM bénéficie des effets induits et immédiats de la tendance du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas dans un secteur marchand pour faire la publicité, gagner la part du marché, tout ça. Non. Quand ça se détend au niveau de l'économie nationale et au niveau du commerce extérieur, automatiquement la trésorerie de l'OGFREM s'améliore. C'est comme ça depuis Yamoutoilé. Les recettes de l'OGFREM ont connu une croissance de moyenne de 23% de moyenne. Une croissance moyenne de 23% chaque année. C'est-à-dire que si ça s'accroît aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'effet du directeur général. Pas nécessairement. Déjà, de par son caractère traditionnel, leur caractère traditionnel, les recettes de l'OGFREM s'accroissent d'une moyenne de 23% chaque année. J'arrive, monsieur Perrault. J'arrive. Chaque année. Il y a certainement, en termes d'analyse prévisionnelle, des éléments, des variables aléatoires qu'il faut faire entrer, qui peuvent casser ou améliorer dans un sens comme dans un autre. Parlons de la Covid, par exemple, qui est venu casser un peu les recettes de partout et tout ça. Qui quoi est parti, il a trouvé les recettes à quel niveau? Et il les a laissées à quel niveau? Là est la question qu'il faut poser. Il a laissé des arriérés. Qui quoi? Laissé des arriérés. De combien de mois?
Je vous dis le salaire du mois de janvier. Il a laissé les arriérés. Le salaire du mois de juin. Il a laissé les arriérés à l'OGEFREM. Le salaire du mois de juin 2000. Qui quoi a gonflé les effectifs de l'OGEFREM. On dit qu'il a engagé alors ça devient dans le 300-400 personnes. Non, là ça devient encore beaucoup plus. Il est allé prendre tous ses frères partout, tous ses frères du village, même ceux qui n'avaient pas de diplôme, à bombarder, on va poste à miner. Là ça devient encore beaucoup plus intéressant. Qui quoi a laissé les effectifs de l'OGEFREM à 625 agents. Si ma vieille mémoire ne me trahit pas. Aujourd'hui, l'OGEFREM avoisine 1400 agents. C'est plus que le double. Aujourd'hui, des gens, c'est grave ce que nous apprenons. Il y a des gens qui ont été recrutés sans test. Il y a même des dédoublements des numéros matricules. Il y a des gens qui ont été recrutés, qui n'ont jamais pointé, qui ne se sont jamais présentés au bureau, qui sont payés. Il y a des gens qui ont été payés même avant la date de recrutement. Et ces recrutements n'étaient même pas planifiés. Dans aucun bilan, dans aucun budget de l'OGEFREM, vous verrez dans les prévisions des charges d'exploitation qu'il y a un recrutement prévisionnel de 600 unités. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors de quel gonflement d'effectifs veut-on nous parler? Ou de quel détournement veut-on nous parler? L'inspection générale des finances est à l'OGEFREM. Et les échos sortent. Ce qui est vrai, c'est que ceux qui ont dépensé plus de 3 millions de dollars pour désherber 20 hectares du port sec de Kasumbalé, ça, ce n'est pas nous. Revenons sur le bilan. Donc vous persistez, vous signez. Qui quoi a été un bon gestionnaire par rapport à qui quoi? Qui quoi a mieux géré l'OGEFREM que Saïba? Je vous donne les agrégats. Qui quoi trouver le chiffre d'affaires autour de 23 millions de dollars? Qui quoi laisser le chiffre d'affaires qui a avoisiné 40 millions de dollars? Là, je suis dans le chiffre. J'étais directeur financier. Je vous donne les agrégats. Les charges aujourd'hui, qui qu'on n'a jamais enregistré un accroissement des charges du personnel comme on les a enregistrés sous Saïba. Qui quoi, avec les fonds propres de l'OGEFREM, a acquis, a construit l'immeuble à près de 8 millions de dollars. Il a construit à Matadi, il a construit à Lubumbashi, il a construit à Bukavu, il a construit à Lufu. Il a construit à Lufu. Et il a construit le centre médical au sein de Botour qui avait connu un incendie, tout le monde le sait. Je n'entre pas là-dedans. Il a déplacé le conseil d'administration pour l'installer au 7e niveau de l'immeuble de l'OGEFREM. Alors que, le loyer mensuel de l'OGEFREM était autour de 80 000 dollars par mois. Et l'OGEFREM payait le mètre carré le plus cher de la ville, de la commune de la Gombe. Le mètre carré le plus cher. Ça devait s'arrêter. Et vous savez quoi? La parcelle sur laquelle on a construit a été achetée par Kiyanga Kilombi, PDG en 88. Cette parcelle est restée comme ça jusqu'à ce que Kiko vienne construire en 2012. Imaginez-vous. Aujourd'hui, l'OGEFREM peut être fier d'être chez lui, avoir son adresse. Il fallait chercher l'OGEFREM dans la ville. Nous, non, du côté de Marseille, nous serons virés côté à Citibank, nous sommes à Bango. Donc c'est à ce niveau-là que les choses, c'est ça les réalités en fait. Moi je parle d'agrégats, je parle d'éléments. Aujourd'hui, il y a eu un autre avantage que nous avons eu à bénéficier, c'est que la ferry, qui est le produit phare des 15 dernières années, de l'OGEFREM, a été créée par Madame Ayuma. Elle a été boostée par le professeur Émile Ngoy. Elle a été consolidée par Anatole Kikwa. Et aujourd'hui, avec la détente du commerce extérieur, s'il y a des accroissements, quelle est la performance? Qu'est-ce qu'on doit attribuer à un DG? C'est vrai que le management peut pousser, peut créer une impulsion pour que les services soient... Mais il n'y a pas que ça comme agrégat de gestion. Hein. Vous savez, la gestion, c'est la combinaison. Le management, c'est la combinaison de deux facteurs. Il y a la gestion et la direction. La gestion, c'est l'acquis. Il faut l'apprendre à l'université. Et la direction, il faut être né dirigeant. Savoir comment gérer les hommes. Mais je ne sais pas. Je m'abstiens pour savoir si les deux critères-là sont réunis. Non mais quand Saïba arrive, il arrête le contrat avec Frabema. Et aujourd'hui on dit qu'il a laissé l'entreprise aux alentours de 75 millions de dollars. Pratiquement les doubles de ce que Kikwa a fait. Il donne aux autres entreprises pour suivre l'affaire. Ça aussi vous dites rien. Quand on vous dit aujourd'hui qu'à l'OGEFREM, il n'y a plus de problème d'arriérés des salaires, ça on dit rien. Quand Saïba vous dit qu'il construit les ports secs de Kasumbalé, tout ça, ça vous dit rien. Voici pourquoi ça ne me dit rien. Puisque le port sec de Kasumbalé, n'a jamais connu une brique, n'a jamais reçu une brique. On a désherbé 20 hectares sur 3 millions pour les uns, 6 millions pour les autres, de dollars. On a désherbé, j'ai dit désherbé. Et on a clôturé avec des barbelés. Et ça s'est arrêté là. Et le terrain est en train de recevoir, on peut constater même des érosions sur les terrains. Ce port sec qui devait coûter autour de
de 128 millions de dollars. Et en fin de compte, quand vous entendez les chiffres qui ont été présentés sans études, c'était autour de 280 millions de dollars. Sans études, je dis bien sans études. Alors que PricewaterhouseCoopers a fait une étude de rentabilité au sujet, en ce qui concerne ces projets-là. C'est un projet phare aussi de Logefrem. Mais son exécution aujourd'hui, ça fait 4 ans depuis que M. Saïba est là, vous ne verrez jamais une photo d'un mur d'1 mètre. Ou d'un mur, ou même d'un pavement de 100 mètres pour recevoir un camion remorque. Il n'y en a pas. Où est parti l'argent qui a été perçu au niveau des banques pour ça? Je m'abstiens. Certainement l'IGF tombera aussi là-dessus. Non, mais quand on dit qu'il payait les gens sans arriéré, tout ça, ça aussi vous dites que c'est rien, quoi. Non, mais écoutez, M. Perrault, nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. C'est d'ailleurs l'anniversaire de mon deuxième fils. J'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ici. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. Il y a des agents de Logefrem qui n'ont pas encore perçu le salaire du mois d'août. Et ça, on l'a connu sous qui, quoi. Aussi. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'en construisant le bâtiment de Logefrem, avec sur fonds propres, Kiko a été obligé de mobiliser une somme pour couvrir les services de la dette, afin de rembourser ce qu'on a pris pour stabiliser Logefrem, avec son adresse propre. Et il n'y a pas que ça. On a coupé une partie de la redevance minière qui a servi à la construction de l'immeuble intelligent. On ne le dit pas. En plus de cela, il n'y a pas que ça. À part la redevance minière, à part les services de l'aide qui a été couvert, il y a Congo Airways. On nous a intégrés comme actionnaires de Congo Airways sans demander notre avis. J'ai participé aux réunions. Nous sommes allés pour une première réunion. On nous a dit, vous devez souscrire pour 2 millions de dollars, libérer 500 000 dollars. On s'est battu, on a pu obtenir 500 000 dollars à la Standard Bank. Ça ne s'arrête pas là. 2-3 semaines après, on nous dit au téléphone, non, écoutez, libérez les 1 500 000 dollars qu'on n'avait pas. On s'est battu pour aller chercher les 1 500 000 dollars à la BGFI. Il fallait domicilier des recettes pour rembourser près de 108 000 dollars par mois. J'ai négocié un crédit de 36 mois qui m'a été refusé. On m'a donné un crédit de 18 mois. Et 2 mois après, une instruction tombe. On nous dit libérer 2 millions de dollars. Nous sommes allés à la Robank pour obtenir les 2 millions de dollars. Et quelques temps après, on nous dit il faut encore ajouter. Je me suis assumé en tant que directeur financier. J'ai dit au DG que si vous osez aller dans cette voie-là, c'est des problèmes sociaux qui vont surgir ici. Puisqu'on ne saura pas couvrir, puisqu'une grande partie des recettes sont domiciliées à cause d'une décision de l'autorité. Les chefs de l'État, le gouvernement de la République crée une société d'aviation nationale. On nous demande d'être actionnaire, c'est déjà un privilège. Et nous devons libérer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On le fait. Aujourd'hui, Logefrem est actionnaire de Congo Airways. Tous ces services de dette qui a été couvert chaque mois, les gens l'ignorent. Mais ça venait d'où? De la trésorerie immédiate. Ça venait de la trésorerie immédiate, c'est-à-dire la commission d'intervention, la commission 05, l'abonnement chargeur, la ferry, de la trésorerie immédiate. Et je sais à peu près qu'est-ce qui a été localisé ou affecté à gauche ou affecté à droite. Et aujourd'hui, lui, Saïba a eu le privilège d'arriver au moment où toutes ces dettes se sont épuisées. Toutes ces dettes ont été totalement apurées. Donc le 800, le 700, 800 ou 900 000 dollars qui étaient décaissés par mois pour couvrir ça, ça revient au niveau de l'entreprise. Ça reste dans la trésorerie immédiate. Il y a de quoi être un peu plus à l'aise. Les problèmes de l'affectation, ça je ne sais pas. Mais il y a de quoi être un peu plus à l'aise. Et ça, c'est des chiffres, et les chiffres sont têtus. Nazer Moko, on tombe petit à petit vers la fin de cette émission, on va bientôt terminer. Mais vous en êtes où? Parce que là, le ministre du Travail a écrit, est-ce que l'actuel DG, c'est lui qui assume l'intérim, a-t-il décidé finalement de répondre à la demande du DG? Le ministre du Travail a écrit, il n'a fait que répercuter l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est là que nous réitérons nos remerciements, au nom du collectif, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui par 2 fois a écrit pour notre réhabilitation. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Nous remercions le gouvernement de la République, conduit par son Excellence Jean-Michel Samolkone. Oui, pour avoir pris position en notre faveur. Et quand vous regardez bien, la ministre, son Excellence Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale a écrit, son Excellence Madame le vice-premier ministre Eve Bazaïba a écrit. Il y a unicité du langage au sein du gouvernement pour ces dossiers. Qu'est-ce qui reste? Le DGAI, Olivier Manzila, s'est adressé à la ministre du Travail en accusant réception de sa lettre et en disant que Logefrem n'a pas d'autre choix que d'exécuter. Logefrem va exécuter ses décisions
qui ont un caractère, et permettez-moi la répétition, qui ont un caractère exécutoire. Lui-même, il a reconnu qu'il n'y a pas d'autre choix. L'OGFM doit exécuter ses décisions. Donc, nous attendons avec sérénité notre notification des reprises de travail. Donc, ça peut intervenir aujourd'hui, ça peut intervenir demain. Aujourd'hui, demain, après-demain. Selon les informations, c'est dans le bon. C'est dans le bon. Alors là, vous priez pour que Saïba ne revienne pas de sa suspension. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il va revenir parce qu'il y a une commission de discipline qui a été instituée, selon ce que j'ai appris. J'ai appris aussi qu'il ne se serait pas présenté au sein de la commission de discipline, ce qui serait une erreur grave. C'est une situation que je ne maîtrise pas, mais s'il ne s'était pas présenté, probablement, comme je connais, je suis auditeur, probablement il doit y avoir un PV de carence et là ça risque d'être un peu plus grave. Mais c'est un dossier qui est géré au niveau des hautes autorités. J'aimerais laisser ça aux bons soins des hautes autorités qui sauront quelle décision ils doivent prendre. Mais quoi qu'il arrive, on avait dit à M. Saïba qu'il n'avait pas intérêt à nuire à notre carrière. On lui avait dit en tant que DG, nous étions prêts à servir l'entreprise sous son mandat. Malheureusement, il avait son agenda. Et il aurait dû éviter tout ça. Si en 2017 déjà, il avait corrigé ce qu'il devait corriger. Si en 2018 déjà, il avait obéi, respecté l'instruction du conseil d'administration, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sincèrement, on n'en serait pas là. Nous, personnellement, je n'ai pas un problème contre Saïba. Mais ma femme a souffert pendant 4 ans. Mes enfants ont souffert pendant 4 ans. Comme je l'ai dit là, il y a eu des morts dans ces dossiers. Et ne fût-ce que pour ces 100 qui a parlé, on s'est dit, il était question que Dieu intervienne. Et là où nous sommes arrivés, je dois être reconnaissant que c'est Dieu qui agit. Donc vous aurez les rappels de tous les salaires, donc vous deviendrez bientôt là. Vous avez beaucoup d'argent. C'est un droit. C'est un droit puisque le code du travail me couvre. 4 ans de rappel des salaires. Déjà, le ministre José Makila avait dit, avec les effets sur les régimes rémunérateurs de chacun. Et le code du travail, dans son article 93, dit que si l'employeur est mis dans l'impossibilité de travailler du fait de l'employeur, le salaire de cette période est dû. Merci pour les économies. Et les agents qui ont manifesté, comment voyez-vous les choses? Parce que Saïba, à cette époque-là, je sais qu'il évoquait également le fait du climat social. Vous êtes très mal aimé, les gens ont manifesté contre votre retour. Comment voyez-vous votre retour? Ça aussi, il faut quand même qu'on en parle. Hein? La dynamique a beaucoup changé. Saïba, pour arriver à maîtriser tout le monde au niveau de l'OGFM, il avait instauré un régime de terreur. Il y a des agents qui ont été sanctionnés pour avoir participé à une activité syndicale en dehors des locaux de l'office et en dehors des heures de service. Ils ont tous écopé de 15 jours de mise à pied. En dehors de l'office et des heures de service. C'était un régime de terreur. Celui qui pouvait bouger pouvait partir. Un directeur a été révoqué puisqu'il n'est pas venu accueillir Saïba. Un jeune chef de bureau a été révoqué puisqu'il n'est pas allé rejoindre son poste de travail lors de la mise en place. C'est tout à fait normal que les gens n'osent pas parler. Mais sonder les locaux de l'OGFM aujourd'hui, allez vérifier si c'est le même langage qui se tient. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'Olivier Manzila vienne avec un esprit de pacifier, avec un souci de pacifier les esprits. Puisqu'il faut fédérer toutes les compétences pour le bien de l'office et de l'État congolais. Toutes tendances confondues. Puisque celui qui peut être avec moi, bien avec moi, n'est pas nécessairement mon frère de ma province. Non, non. Non, non. Moi, ceux qui m'ont aidé dans ma vie ne sont pas nécessairement de ma province. La ministre du Travail n'est pas ma cousine. Je l'ai dit, je suis une Tandou. Je crois qu'elle serait du Kivu, nord ou sud, je ne sais pas. Je suis une Tandou. La vice-première ministre Eve Bazaïba n'est pas du Congo central, elle est de l'Équateur. Le chef de l'État n'est pas du Congo central. Le premier ministre n'est pas du Congo central. Donc ceux qui ont pris des décisions pour me remettre dans mes droits, moi et mes collègues, ne sont pas des cousins à moi ni des frères à moi. C'est des personnes qui ont le souci de la consolidation de l'État des droits, qui préoccupe de manière permanente son excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et quand le droit revient à quelqu'un, je vous l'ai dit, malgré l'opposition et la volonté de certaines personnes, les textes sont clairs. Donc ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons avec sérénité notre notification. Nazer Moko, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. On a pratiquement fait 1 heure. Je me suis même pas rendu compte. C'était tellement intéressant. On vous souhaite tous les bonheurs du monde. Hein. Bonne chance. Merci beaucoup, Papa Perrault. C'était bien, j'apprécie. Merci pour ces plateaux. Que vous recouvrez vos droits, que vous retrouviez votre travail, ben, c'est quand même important. Mais quand vous allez rentrer, pas de triomphalisme. En fait, on s'est décidé vraiment que, même si la notification peut nous parvenir à la maison, si on doit nous mettre même en congé, on a dit qu'on nous mette même en congé, puisqu'on a des arriérés de congé, et le temps que tout ça soit calme, on va reprendre le travail. Il n'y aura pas un triomphalisme. Puisque dans tout ça, en fait, c'est le droit qui gagne. Ce n'est ni nous,
ni Logefrem, c'est le droit qui gagne. L'émission est terminée. Merci beaucoup à vous. Je vais saluer mes 2-3 amis que j'ai à l'OGFREM. Jean-Cyrus Mirindi, un grand ami à moi. Florent Ebondo. Qu'est-ce qui est devenu celui-là? Ça y va, Mathis Saïtia, comment directeur t'es? Non, non. Il est toujours sous-directeur. Ah, Zara Anassé. Ah, mais moi, c'est un Zara Anassé. Ça l'a Bino. Ah. Qui quoi est venu, vous l'avez laissé là? Non, qui quoi beaucoup travaille avec Florent. Ah bon? Qui quoi beaucoup travaille avec Florent. C'est Florent qui organisait tout le point de presse et tout ce qui concerne. Oui, ça c'est vrai quand même. Qui quoi beaucoup travaille avec Florent. Mais il a eu des problèmes encore avec Saïba. Non, je c'était. Saïba. Ce qu'on a la liberté à langage aujourd'hui, c'était. Bon, là-bas j'ai aussi un autre ami, Nzao, Pichun Nzao. Pichun Nzao, je n'ai pas d'informations sur lui, mais je crois qu'il doit être à Kinshasa. Ouais. Il est pas joué à Saïba. Bon, apparemment. Apparemment. Peut-être ce qu'ils ont à béton, peut-être clou, il y a brique, mais. L'OGFREM, c'est ma maison, je connais beaucoup de gens. Je connais Christelle aussi, à un moment donné, il travaille aussi dans l'antichambre de Saïba. Je connais quand même beaucoup de gens à l'OGFREM. Je connais quand même beaucoup d'agents. Comment va les directeurs qui étaient arrêtés avec les directeurs Émile Ngoï, mon vieux, là, les professeurs à. Andende, le professeur Andende. Il est parti en retraite. Ah, il est parti en retraite. Ah, le professeur Andende, on vous salue aussi. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.